Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Lanceur d'Arrête, le podcast qui parle de santé mentale au travail mais aussi ailleurs, qui parle aussi des enjeux sociaux. Merci d'avoir été à l'écoute lors du dernier épisode. J'ai beaucoup de messages positifs. Vous semblez avoir vraiment beaucoup apprécié ma rencontre avec Fred Maheu et Ariane Bernier, nos deux paramédics qui nous ont fait une description éloquente, merci, de leur métier. Alors, c'était super apprécié. Cette semaine, pour ma petite partie promo avant de commencer, je vais vous demander un petit spécial. S'il vous plaît, allez vous abonner à la chaîne YouTube de Lanceur d'Arrête. Alors, vous allez pouvoir la trouver tout simplement sur YouTube en tapant Lanceur d'Arrête au pluriel dans la barre de recherche, ou si vous allez sur le lanceurdarrête.ca, vous allez dans plateforme d'écoute et vous pouvez choisir YouTube. Vous cliquez sur la petite cloche, le mot subscribe, je m'en souviens plus très bien, et vous vous abonnez à la chaîne YouTube de Lanceur d'Arrête. Même si vous écoutez ce podcast sur une autre plateforme, c'est un petit défi que je vous lance. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, s'il vous plaît. Dans cet épisode, on va plonger dans un sujet difficile, essentiel et plus ou moins connu, le gaslighting. En français, il y a un terme. Le terme, c'est décervelage. Honnêtement, j'ai jamais entendu l'expression en français. Alors, n'en déplaise à l'Office québécois de la langue française, une fois n'est pas coutume, je vais utiliser le terme anglais de gaslighting. Le gaslighting, c'est quoi? C'est un poison relationnel. C'est un processus, une technique de manipulation insidieuse qui détruit la confiance en soi, qui éteint la personnalité, même on pourrait le dire, et peut briser des vies littéralement. Alors le mot gaslighting, on l'entend souvent dans la culture populaire, dans les médias sociaux, mais qu'est-ce que ça signifie exactement? Jusqu'où ça peut aller? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui dans Lanceur d'Arrête. Le gaslighting, on peut le trouver dans nos relations familiales, dans notre relation de couple et également en milieu de travail. C'est clair que dans un milieu de travail, ça peut créer un climat très malsain, et je vous dirais même que certains patrons poisons s'en servent comme stratégie de contrôle. C'est tellement insidieux qu'il est possible que vous l'ayez subi sans le savoir. Peut-être que vous vous êtes déjà surpris à douter de vous, à vous demander si vous exagériez, si vous n'étiez pas trop sensible ou parano. Peut-être que vous avez été victime de gaslighting. Puis, j'ai pas peur de le dire, moi personnellement, j'en ai subi du gaslighting. C'est très sournois et honnêtement, avant d'entendre parler du phénomène, j'avais aucune conscience de ce qui se passait. Et dès que j'ai entendu parler de ce phénomène dans un média, j'ai tout de suite reconnu les signes et j'ai réalisé que c'était ça dont j'étais victime, c'est ça qui se passait pour moi. Aujourd'hui, dans Lanceur d'Arrête, ce que je veux faire, c'est mettre la lumière sur cette technique de manipulation, vous montrer les signes pour que vous puissiez être à l'affût, pour pouvoir reconnaître le gaslighting, pour pouvoir le comprendre et surtout pour vous en protéger. Alors, le terme gaslighting fait référence à une pièce de théâtre de Patrick Hamilton qui s'appelle Gaslight et qui a été jouée à Londres à la fin des années 1930. Elle a été adaptée au cinéma quelques années plus tard dans un film éponyme, donc qui portait le même nom, avec en vedette Charles Boyer et Ingrid Bergman. Et dans le fond, l'histoire, c'est l'histoire de Bella Mallon, qui est une jeune femme fragile psychologiquement, et on voit son état se dégrader au fil d'événements orchestrés par son mari, disparition d'objets, des incidents qui se passent, puis après il nie que ça s'est passé, etc., et qui la pousse tranquillement vers la folie. Et cette pièce ou le film illustre tellement bien le phénomène que les spécialistes maintenant définissent le gaslighting comme une forme de manipulation psychologique qui vise à faire douter quelqu'un de sa propre perception jusqu'à ce qu'il ou elle remette en question sa mémoire et sa santé mentale. Donc la personne en arrive à douter d'elle-même, de ce qu'elle voit et de ce qu'elle ressent. Le danger avec les gaslighters, donc je vais les appeler comme ça, je ne sais pas si ça se dit, c'est leur capacité à paraître amicaux, dignes de confiance aux yeux des autres, tout en détruisant la confiance de leurs victimes quand ils sont en privé. Puis ça, on va le voir un petit peu plus tard dans les signes à reconnaître. La mise en confiance fait partie des étapes pour quelqu'un qui utilise le gaslighting. Donc, le gaslighter détruit à petit feu l'esprit critique de sa victime. Il veut la rendre moins lucide sur ce qui se passe pour asseoir son emprise. Donc, dans un couple, dans un milieu de travail, le gaslighting, c'est une stratégie de domination. La personne en arrive à ne plus se fier à ses propres repères, et comme l'agresseur, comme je vous l'ai dit à l'instant, a instauré un climat de confiance, cet état de confusion fait en sorte qu'elle devient dépendante de son agresseur. Donc, le gaslighting, on le voit dans le couple, c'est une forme de violence conjugale, c'est présent dans beaucoup de relations toxiques, et des relations toxiques, évidemment, en milieu de travail, on peut en retrouver également.
Le gaslighting fait partie des types de manipulation dans lesquels l'agresseur ne va pas aller au hasard. Le gaslighter, il va choisir ses victimes. Il cible toujours des personnes qui ont une plus faible estime de soi ou qui sont prédisposées à une dépendance affective ou relationnelle. On se rappelle qu'une des qualités importantes d'un manipulateur, qualité entre guillemets bien entendu, c'est d'arriver à analyser les faiblesses de l'autre personne pour pouvoir en tirer profit. Le gaslighting va s'établir en 4 étapes. La première étape, c'est la mise en confiance. Donc, le gaslighter réussit toujours à instaurer une relation de confiance dans le cadre de laquelle la victime n'a pas de raison de douter a priori. En établissant la confiance, il va faire baisser la propension au doute de la personne. Plus on a confiance en quelqu'un, moins on a tendance à douter de ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait. C'est vraiment une dynamique au départ de séduction. Puis quand je parle de séduction, ça peut être évidemment dans un couple, mais ça peut être une séduction relationnelle, donc plaire à la personne d'une manière générale. La deuxième partie qui est extrêmement importante et qui, je vous dirais, est, je ne veux pas dire significative au gaslighting parce qu'on la voit dans d'autres types de manipulations, mais qui est peut-être un élément distinctif qu'on va peut-être avoir besoin de remarquer. C'est l'isolement. Dans le fond, une fois que la relation de confiance est établie, le gaslighter, ce qu'il fait, c'est qu'il détourne progressivement la victime de son entourage. Puis à ce moment-là, on se rappelle qu'il y a une relation de confiance, donc la personne pourrait se sentir privilégiée. Ça pourrait être assez positif au début. Ah, je veux te parler à toi, oui, je préfère te parler à toi, j'ai confiance en toi. En milieu de travail, le gaslighter, ce qu'il va faire, c'est isoler la personne de son équipe. Il va toujours dire « Ah non, c'est avec toi que je préfère traiter ». Et dans le fond, l'isolement, c'est une étape cruciale. Ben, c'est sûr qu'il ne faut pas qu'une personne extérieure puisse remarquer les contradictions ou confirmer à la victime qu'elle n'est pas folle, que le gaslighter a bien dit ou fait ça. Parce qu'on va le voir, hein, c'est beaucoup ça le principe du gaslighting. Une fois que la victime est isolée, le gaslighter tisse sa toile. Et à partir de ce moment-là, le processus est relativement simple. Et honnêtement, il n'aurait pas d'impact ou il en aurait très peu si l'agresseur n'avait pas auparavant mis les premières étapes, c'est-à-dire mettre la personne en confiance et ensuite l'isoler de son entourage. Parce que dans le fond, c'est quoi le gaslighting dans le cœur? C'est que le gaslighter va tenir des propos complètement contradictoires sur plusieurs sujets. Parfois, il va dire noir un jour, blanc le lendemain. Ensuite, il va nier en mentant ouvertement. Il va nier aussi des actions, malgré des preuves parfois, hein. Mais c'est sûr qu'à la base, étant donné que la relation de confiance a été installée, la personne ne va pas automatiquement mettre en doute ce que la personne dit. Elle n'aurait pas de raison. Parce que jusqu'à présent, c'était une belle relation dans laquelle il y avait de la confiance. Donc, la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à douter d'elle-même. Et quand la victime essaye de mettre le manipulateur face à ces contradictions, les réponses typiques, c'est « j'ai jamais dit ça »,« c'est ta perception »,« t'as mal compris ». On va revenir sur ces phrases clés dans quelques instants. Et les gaslighters experts vont mêler à leur discours des éléments qui sont vrais. Ils vont utiliser des propos qui ont été réellement tenus ou des faits véridiques, mais dans un autre contexte. Il va venir les replacer dans son mensonge et ça va encore plus semer le doute dans la tête de la personne. Si jamais la personne contredit son gaslighter, son agresseur, il peut aussi choisir de la déprécier. Ah, comme d'habitude, t'as pas compris. Ah, comme d'habitude, t'as oublié. Ou alors, c'est plus des remontrances. T'as pas une belle attitude. Quand tu me contredis comme ça, c'est pas professionnel. Quand la victime manifeste du désarroi, de la colère, l'agresseur va encore continuer à mettre ça sur le dos de sa perception, lui disant « là, tu devrais peut-être aller consulter, ça va pas. Hey, tu sais, on a un PAE, hein, tu pourrais t'en servir. » Toujours dans le but de dire que c'est la victime le problème. Et la quatrième étape du gaslighting, c'est la perte d'autonomie. Puisque ces mensonges, ces insinuations sont faits de façon systématique, ils finissent par entraîner chez la victime une perte de lucidité, une perte de confiance, une perte d'estime de soi. Et ça peut même arriver jusqu'à un stade où la personne est incapable de prendre une décision elle-même. Et vers qui elle va se tourner à ce moment-là? Vers son agresseur, parce qu'il a installé un climat de confiance. Par le mensonge, par l'insinuation, par la dévalorisation, le manipulateur arrive à faire douter la personne d'elle-même et même à la faire se questionner sur sa propre santé mentale. Il y a quelques phrases qui sont vraiment utilisées souvent par les gaslighters qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Je vais vous évoquer les 3 principales. La première, c'est « tu réagis de manière excessive »,« tu es trop émotive »,« tu es trop sensible ». C'est peut-être la plus courante. En tout cas, elle a pour but de minimiser et de discréditer les sentiments de l'autre. Donc la personne, comprend pas si ses sentiments, ce qu'elle ressent est justifié. Et c'est vrai que c'est une phrase qui peut faire perdre la tête, perdre la raison à la victime parce que quand tu remets en question la légitimité de ce que tu ressens,
mais tu peux en arriver à te méfier de toi-même. Tu sais, les agresseurs choisissent leurs victimes parce qu'elles ont moins confiance en elles. Donc, c'est clair qu'il y a peut-être déjà un petit déséquilibre, un sentiment d'infériorité. Puis, ces phrases-là, répétées, vont créer un déséquilibre dans la relation de pouvoir encore plus grand. Deuxième phrase qu'on va retrouver souvent dans la bouche des gaslighters, une fois qu'ils ont fait douter de la personne de la légitimité de leurs émotions, ils vont commencer à les faire douter de leur mémoire. Donc, la phrase, c'est est-ce que tu es sûr que ça s'est vraiment produit? Est-ce que tu es certain que j'ai vraiment dit ça? Est-ce que c'est vraiment ça qui a été dit lors de la rencontre? Les gaslighters, en fait, ils nient les événements. Ils nient ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, ce qui a été dit par d'autres. Et la victime, elle en arrive à, un, douter de sa mémoire, et deux, se demander si elle a une bonne perception de la réalité. Quelque part, c'est une méthode très courante du gaslighting. C'est peut-être même, je vous dirais, dans la définition plus connue, c'est de ça dont on parle. C'est faire douter à quelqu'un un événement qui s'est vraiment produit. Dans le fond, si vous êtes sûr de vous puis que vous répondez à l'agresseur que non, non, c'est vraiment ça qui a été dit, là, le gaslighter, il y a deux possibilités. Il peut se placer en victime en s'offusquant, en disant mais voyons, franchement, tu me fais pas confiance, moi je te dis que c'est ça. Ou l'autre côté, il peut utiliser la relation de pouvoir dans laquelle il a déjà semé un déséquilibre et commencer à dire ben non, là, écoute, là, tu mets en doute mon intégrité, puis arriver avec un peu un élan de supériorité. Tout ça pour faire taire la victime et puis que l'agresseur prenne encore un petit peu plus de pouvoir. Et par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va responsabiliser l'autre en attribuant le supposé défaut de perception à peut-être sa santé mentale. Oh, tu vas bien en ce moment, là? Dernièrement, là, tu oublies beaucoup de choses. Là. Tu sais, des phrases comme ça, là, pour venir mettre la faute qui n'existe pas, hein, on s'en souvient, sur le compte d'un trait de personnalité de la personne en sous-entendant que c'est un problème de santé mentale. Et la troisième phrase type du gaslighter, c'est dans ta tête, c'est ta perception. Donc, ça suggère que la personne, elle vit dans une réalité purement imaginaire et que ce qu'elle ressent n'existe pas. Aller nier le ressenti de quelqu'un, aller le discréditer, c'est la pire chose qu'on puisse faire pour rentrer dans la tête de quelqu'un. Donc, au travail, le gaslighting, ça peut ressembler à envoyer à l'autre des consignes floues ou contradictoires, lui reprocher des erreurs jamais commises, lui demander si elle se souvient de ce qu'on lui a demandé, de ce qu'on lui a dit, alors que c'est la première fois dont on lui en parle, minimiser les réussites de la personne et les attribuer à d'autres. Un exemple typique serait un supérieur qui envoie à son employé une liste de tâches sans préciser qui doit les effectuer et quand. Si l'employé fait ce qui a été demandé, la personne peut lui dire qu'elle a mal compris, que tout n'était pas à faire, peut même lui faire refaire des tâches qui n'ont pas été faites comme elle l'aurait souhaité, alors qu'elle n'a pas précisé la façon dont ça devait être fait, bien entendu. Et si la personne n'a pas fait les tâches ou refuse de faire une tâche qui ne lui revient pas, le gaslighter va garder cette information pour plus tard et puis ensuite lui reprocher son attitude avec une phrase du genre j'ai besoin que quelqu'un me fasse telle tâche, mais la dernière fois, tu m'as bien fait comprendre que c'était pas à toi de le faire ou que tu voulais pas le faire. Donc, pour culpabiliser la personne. Mais on se rappelle qu'à la base, c'est un message flou et contradictoire qui lui a été envoyé et de façon voulue et stratégique. Hein. N'oublions pas ça. On fait pas du gaslighting par mégarde ou sans s'en rendre compte. C'est une stratégie consciente de manipulation. Le gaslighting en milieu de travail, l'objectif souvent, c'est de faire dévaloriser la personne, qu'elle doute d'elle-même, pour pouvoir ensuite dire qu'elle est incompétente et donc prendre un ascendant de pouvoir encore plus sur cette personne-là. Et puis on n'oublie pas que c'est une forme de manipulation qui se fait sur la durée, qui se fait petit à petit. Donc tranquillement, sans s'en rendre compte, la victime, elle va être de plus en plus vulnérable, elle va perdre confiance en elle. Elle sera à un stade où elle a plus confiance en son jugement, elle a plus confiance en sa mémoire, elle sait plus qui croire. La personne va aussi ramener ça dans son milieu personnel, va arriver déstabilisée chez elle et va souffrir psychologiquement, ce qui pourrait entraîner des conflits, des difficultés, exemple dans son couple, dans sa famille. Et ça, le gaslighter va être très à l'affût de ça parce que à la minute où la personne va dire qu'elle va pas bien, il va tout de suite ramener ça. Ah, mais oui, tu m'avais dit qu'avec ton mari, ça allait pas. Hein. Tout de suite, aller décentrer la cause sur d'autres choses parce que lui, il a distillé toutes ces informations contradictoires, tous ces mensonges dans un ton bienveillant, avec douceur, sans crier jamais. Donc, il n'a pas attiré l'attention d'une certaine façon. Donc là, maintenant, il peut pointer le projecteur sur d'autres choses et se dédouaner de toute responsabilité. Il y a plusieurs éléments qu'on peut observer qui peuvent nous faire réaliser que la personne est victime de gaslighting. C'est pas facile pour la personne de se rendre compte qu'elle en est victime. Donc, c'est bien de connaître les choses, d'être attentif à soi, mais aussi de jeter un œil aux autres. Et les signes qu'il va falloir peut-être remarquer qui pourraient nous mettre la puce à l'oreille en termes de comportement, la personne s'excuse constamment. La personne ne se sent jamais à la hauteur. La personne, elle doute de sa propre mémoire et sa perception. Elle pourrait dire des phrases genre « Ah, désolé, je crois que j'ai mal compris. Ah, désolé, j'ai oublié, vous savez comment je suis. »
Elle cherche sans cesse à valider ses émotions. Un autre signal fort, c'est si on a l'impression, on soupçonne quelqu'un de faire du gaslighting et on se rend compte que la victime est toujours en train de se demander mais qu'est-ce que sa personne va penser? Accorde une importance démesurée à l'opinion de cette personne-là. La personne va aussi hésiter à s'exprimer en réunion. Elle va attendre d'avoir une certaine confirmation pour être sûre d'elle avant de s'exprimer devant un groupe, par exemple. Parce que la baisse d'estime de soi fait en sorte que la personne s'auto-censure, elle se dévalorise en pensant qu'elle est trop sensible ou pas assez compétente. Et puis, c'est sûr que l'anxiété constante, cette espèce de perte de sens que la personne a instillée chez l'autre, va enlever son énergie au travail et sa motivation. Donc, quand quelqu'un est démotivé, a moins d'énergie, je ne dis pas que c'est toujours du gaslighting, bien entendu, mais avoir cette idée en tête, juste se dire, est-ce que ça pourrait pas être ça? Puis regarder si les signes sont là. La personne va avoir plus de difficultés à prendre des décisions parce qu'elle est toujours en train de douter d'elle-même et en train de douter du bien fondé de sa santé mentale, de ses pensées presque. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est un isolement progressif pour deux raisons. Donc, il y a l'isolement que l'agresseur a installé, a créé, mais la personne ayant moins confiance en elle, ça va peut-être aussi s'isoler elle-même. Elle se sent incompétente, puis elle ne voudrait pas que ça paraisse. La personne, elle va pas prendre de risques, elle va avoir peur d'être critiquée, et donc elle va pas faire de vagues, elle va pas bouger. Et puis, comme tous les malaises psychologiques, la victime va avoir des troubles du sommeil, des troubles physiques, et elle pourra en arriver à avoir des idées suicidaires. Donc, le gaslighting, c'est pas une blague, là. Ça peut détruire complètement la personne. N'oublions pas que la stratégie de nier la souffrance, de nier l'émotion de l'autre, c'est quelque chose d'extrêmement violent en termes de santé mentale. Une fois que tout ça est mis en place, la relation de confiance n'est plus là, mais on commence à avoir une relation de peur. Et là, à ce moment-là, le gaslighting est tout simplement une forme de harcèlement professionnel que la victime ne dénoncera pas pour les raisons que j'ai nommées il y a quelques instants. On pourrait se demander, mais est-ce que moi j'ai déjà été victime? Est-ce que j'ai déjà été ciblé par un gaslighter? Il y a 4 signes qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille, je vous dirais, au début, avant que la manipulation commence. Le premier, c'est vous devenez un peu trop rapidement le centre d'intérêt et d'attention de quelqu'un, souvent un gestionnaire. Deuxième, cette personne vous impose sa présence au travail, mais aussi dans vos temps personnels, des appels, des courriels à des heures qui n'ont pas rapport. Les critiques succèdent les compliments. Donc la personne, comme on dit, elle souffle le chaud et le froid. Et des phrases types qui vont arriver doucement en disant moi mais on fait ça, tu sais, je fais ça pour ton bien, moi je veux que tu sois bien au travail. Ah mais là tu te vexes vite, attends, ici c'est pas comme ça, tu sais, ici on accepte la critique constructive. On a vu qu'est-ce que ça pouvait nous faire sur nous. Puis là je m'adresse aux gestionnaires et aux syndicats parce que les deux sont concernés. Posez-vous la question du gaslighting quand vous constatez dans un milieu un climat de méfiance qui s'installe. Un environnement où la confiance n'est plus là. Des employés qui osent plus s'exprimer parce qu'ils ont peur d'être ridiculisés ou contredits. Un esprit d'équipe qui est en chute libre. Les gens ne savent plus sur qui se fier. Des tensions, des conflits internes et évidemment, il n'y a plus de cohésion d'équipe. Alors évidemment, je ne dis pas que ces signes sont seulement ceux du gaslighting, mais je pense qu'il faut prendre l'habitude de se poser la question. Parce qu'au-delà des obligations légales de garantir à ses employés un milieu de travail sain et sécuritaire, l'employeur a tout intérêt à prévenir le gaslighting et à y mettre fin rapidement quand il s'installe. Pourquoi? Parce qu'une mauvaise réputation à l'interne peut rapidement se propager à l'externe et rendre beaucoup plus complexe le recrutement. Évidemment, le climat négatif causé par le gaslighting va créer des démissions en cascade, donc un roulement de personnel, donc beaucoup plus de travail pour les RH pour retrouver du personnel compétent. Et puis, il ne faut pas oublier les risques juridiques. Un climat toxique dans un milieu de travail, ça peut déboucher sur des plaintes pour du harcèlement moral. Donc, ça crée des problèmes pour l'entreprise et pour sa réputation, évidemment. Et puis, il y a aussi le coût financier. Hein. Remplacer un salarié, ça coûte entre 6 et 9 mois de salaire en recrutement et en formation. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les solutions? C'est quoi les modes de prévention contre le gaslighting? Premièrement, on va écouter et détecter. Comment? En instaurant un climat de confiance. Le gaslighting, ça naît dans le silence et l'isolement. Donc, pour le contrer, il faut que les victimes osent parler et se sentent écoutées. Développer un système de traitement des plaintes qui soit sécurisé, donc qui garantit à la victime que sa plainte va être traitée dans la plus stricte confidentialité. Ça, c'est important. N'oubliez pas qu'elle peut peut-être vivre dans la peur, la personne. Donc, en gros, créer une culture où les employés peuvent exprimer leurs ressentis et n'ont pas peur des répercussions. Deuxième chose à faire, quand on voit qu'il y a une situation de gaslighting qui est avérée parmi notre personnel ou de la part d'un gestionnaire,
Il faut agir très rapidement pour y mettre fin, pour pas que ça s'aggrave. Donc évidemment, on ne fait pas ça n'importe comment, on mène une enquête à l'interne, puis recueillir des témoignages, des faits concrets, et c'est d'autant plus facile si vous avez instauré un climat de confiance dans lequel les employés n'ont pas peur de parler. C'est clair qu'il faut avoir en amont établi une procédure claire en cas de comportement toxique, gaslighting ou toute autre forme d'intimidation. Si c'est avéré que la personne a des comportements toxiques, je pense qu'il faut qu'elle vive avec les conséquences de ses actes. Et puis, il faut proposer un accompagnement pour les victimes. S'il vous plaît, pas uniquement le PAE. J'ai déjà dit, le PAE, c'est très bien, mais quand on est blessé psychologiquement et quand on est traumatisé, parce que ça peut être le cas, peut-être que le PAE ne sera pas suffisant, malheureusement. Troisième élément, faire de la prévention sur le long terme et bâtir une culture organisationnelle saine. C'est clair que le meilleur moyen de lutter contre le gaslighting, c'est de l'empêcher de s'installer. Et pour ça, l'organisation doit favoriser et même imposer, je dirais, des pratiques de gestion transparentes et réellement bienveillantes. Vous savez à quel point le mot bienveillant, moi je m'en méfie parce qu'il est utilisé à tort et à travers, et surtout il est utilisé par des gens qui sont vraiment pas bienveillants. Et en passant, une campagne d'affichage sur le civisme, c'est pas suffisant. Malheureusement, parfois, le gaslighting fait partie de la culture managériale de l'organisation. Tout ce que je viens de vous décrire plus tôt, c'est ce qu'une entreprise responsable ayant de réelles préoccupations pour le bien-être de ses employés va faire ou fait déjà. Malheureusement, parfois, c'est l'inverse. Le gaslighting se répand, se normalise et devient structurel. Même si, objectivement, ces comportements nuisent à l'organisation, on l'a vu tantôt, on observe malheureusement des milieux de travail où le gaslighting il est devenu systématique. Parfois, il est instillé par une ou quelques personnes et il s'est propagé comme une gangrène et il fait maintenant partie de la culture de l'organisation. Ça va souvent de pair avec la positivité toxique. Vous savez, un des outils de l'arsenal du patron poison qui consiste à ne jamais laisser d'espace pour adresser du négatif pour la simple et bonne raison qu'il faut être positif. Mais le problème, c'est que certaines personnes qui veulent dénoncer des choses qui objectivement ne fonctionnent pas, se font répondre que c'est leur perception. Ils se font questionner la validité de ce qu'ils avancent. Étais-tu là quand cette personne a dit ça? As-tu vraiment compris ça? Oh, ça me surprendrait de lui ou ça me surprendrait d'elle qui se comporte comme ça. Et si vous dénoncez les comportements toxiques d'un cadre ou d'un collègue, là je parle en général, et que la réponse de la haute direction, c'est justement de vous gaslighter, donc là vous avez les indices, les phrases à reconnaître, dites-vous que la haute direction elle est peut-être très satisfaite de voir que quelqu'un fait les basses besognes, ou encore qu'elle est trop incompétente pour y mettre fin, ou parfois c'est les deux. En terminant, je vous dirais que le gaslighting, c'est pas un concept abstrait, même si on entend beaucoup parler et que parfois le terme est galvaudé, c'est vraiment une stratégie de domination qui peut avoir des conséquences lourdes. Je pense que la vigilance, le soutien mutuel, la solidarité entre les membres du personnel ou entre amis si c'est dans la vie privée, bien entendu, c'est les clés pour surmonter le gaslighting. Et j'insiste sur le mot vigilance parce que, comme dans toutes les situations d'emprise, les victimes ne sont pas toujours conscientes de l'être. Souvent, c'est l'entourage qui doit sonner l'alarme et il faut le faire en douceur avec la personne. Rappelez-vous que la personne est peut-être dans un genre de syndrome de Stockholm et ne va pas nécessairement accepter de vous croire quand vous allez lui mettre les faits sous le nez. Donc le tact et la délicatesse sont vraiment de rigueur. Une fois que le contact est pris, l'inquiétude est partagée à notre ami, à notre collègue, c'est important de donner à la victime le support nécessaire pour qu'elle prenne conscience elle-même de la situation. Et là, je m'adresse aux personnes qui sont victimes. Il ne faut pas être gêné de le reconnaître qu'on a été manipulé. Vous savez, il n'y a pas de honte à être manipulé. C'est ça le grand talent des manipulateurs, c'est de faire en sorte qu'on ne se rende pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. On n'est pas une personne faible parce qu'on s'est fait avoir. On s'est fait avoir parce que la personne qui nous a manipulés est très habile. Une fois que la personne aura pris conscience que son épuisement, sa perte de repère était le fruit de la manipulation de quelqu'un d'autre, dans un premier temps, c'est sûr qu'un arrêt de travail va probablement être nécessaire, ne serait-ce que pour ne plus être en contact avec l'agresseur. Mais par contre, je pense que ça fait partie de la reconstruction, cette prise de conscience, parce que justement, on réalise que, non, nos émotions, nos perceptions, notre mémoire ne sont pas si en mauvais état que ça. Et à partir de ce moment-là, il va falloir prendre soin de la partie de nous qui a été blessée, notre estime en particulier. Et pour cette partie-là, après avoir pris un certain recul, c'est clair qu'une thérapie est grandement recommandée. Et pendant que la personne prend le temps de prendre soin d'elle, de se soigner, l'employeur doit faire le nécessaire pour mettre fin à la situation. Et le syndicat, son rôle, c'est de garder le lien avec la personne, l'accompagner lors de son retour. Il y a très peu de statistiques sur le gaslighting parce que, déjà, les personnes ne sont pas conscientes d'en être victimes. Parfois, quand elles en prennent conscience, elles ont honte, donc elles n'en parlent pas. Mais moi, dans mes lectures pour préparer l'épisode, je me suis rendu compte que beaucoup de psychologues commencent à en entendre de plus en plus parler
Et parmi les articles que j'ai lus, je me souviens qu'il y a un psychologue qui témoignait puis qui disait que plus de la moitié des clients qu'il aidait pour des problématiques de burn-out étaient victimes de gaslighting de la part d'un supérieur hiérarchique. Si vous qui m'écoutez, vous vous reconnaissez dans ce que je viens de nommer, un peu comme moi, je me suis reconnu à un moment donné quand j'ai entendu un reportage dans un média, je veux vous rappeler que votre perception est valide et que votre voix, elle compte. Restez pas seul avec ça. Je vous laisse là-dessus. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et votre fidélité. Pensez à vous abonner au podcast, à aller liker mes publications sur les réseaux sociaux. Alors, je vous dis à bientôt. Lanceur d'arrêt, c'est un rendez-vous. Abonnez-vous.